Bonsoir à tous et bienvenue. Le haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés a déclaré ce lundi à Abidjan la cessation du statut des réfugiés ivoiriens à partir du 30 juin prochain. Déclaration faite au cours de la journée mondiale du réfugié célébrée aujourd'hui en présence du chef de l'État ivoirien. L'agriculture, principale mamelle nourricière de l'économie ivoirienne, attire-t-elle les jeunes en quête d'emploi ? Longtemps considérée comme une activité réservée aux paysans, la tendance semble s'inverser. Avec la raréfaction des emplois, des jeunes diplômés ont décidé de s'y engager et réussissent. Vous le verrez dans le dossier de ce journal. Et puis à l'étranger, une nouvelle tragédie au Mali, dans le centre du pays. Une attaque terroriste a visé plusieurs villages appartenant à la commune de Dialassagou durant le week-end. 132 civils maliens ont été tués selon un bilan officiel présenté par le gouvernement ce lundi. Plus de 96% des réfugiés ivoiriens qui avaient quitté le pays aux heures chaudes de la crise sociopolitique ivoirienne il y a 11 ans sont retournés dans leur pays. Ils sont un peu plus de 300 000, une avancée majeure qui a conduit le haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, Filippo Grandi, qui a déclaré officiellement ce lundi la cessation du statut des réfugiés ivoiriens, déclaration faite en présence du président de la République Alassane Ouattara et des représentants des pays d'accueil des réfugiés ivoiriens. Salif Yalekwe, Fulgence Kissiedou. Le haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, Filippo Grandi, a déclaré lundi officiellement à Abidjan la cessation du statut des réfugiés ivoiriens. Ce, en présence du chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara, du vice-président de la République, Thiemokome Idiékone, et des représentants des pays d'accueil des réfugiés ivoiriens. Tout ce que nous souhaitons pour tous les réfugiés du monde, un retour volontaire dans la paix et dans la joie, la fin d'un exil. Je veux donc vous rendre hommage, Monsieur le Président, parce que vous avez proposé vous-même, je m'en souviens très bien, d'entamer ce processus il y a quelques années. Un processus qui a été rendu possible par des multiples facteurs, essentiellement ici en Côte d'Ivoire, le rétablissement de la paix et de la stabilité, les efforts de réconciliation nationale et le développement économique que vous avez guidé. À son tour, au nom du chef de l'État Alassane Ouattara, le vice-président a salué l'hospitalité des pays d'accueil des réfugiés. L'invocation de cette clause aujourd'hui constitue pour le gouvernement et pour nos populations la manifestation tangible de la reconnaissance internationale des efforts consentis par la Côte d'Ivoire depuis le déclenchement des crises successives. Je saisis également cette heureuse occasion pour exprimer toute notre reconnaissance aux pays frères qui ont contribué à rendre effective la cessation du statut de réfugié ivoirien. La clause de cessation de réfugiés ivoiriens a été officiellement recommandée par l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés HCR lors de la 72e session de son comité exécutif qui a eu lieu du 4 au 8 octobre 2021. Autre activité du chef de l'État ce lundi, Alassane Ouattara a pris part à la réunion du bureau de la conférence de l'Union africaine par visioconférence depuis le palais de la présidence, une rencontre dominée par la crise russo-ukrainienne et son impact sur le continent. Les chefs d'État africains ont appelé à une solution, négocier les précisions de Pierre Dipomela. Salle des pas perdus. Le président de la République Alassane Ouattara et ses pairs du bureau de la conférence de l'Union africaine planchent sur l'impact du conflit russo-ukrainien sur le continent africain par visioconférence. À cette rencontre prend part le président de l'Ukraine, Volodymyr Zelensky. Le président de l'Ukraine a pour sa part sollicité le soutien de l'Union africaine pour la résolution du conflit russo-ukrainien et souhaité le renforcement de la coopération entre l'Ukraine et le continent africain. La planète ne peut pas s'imaginer un monde sans l'Afrique, sans connexion avec l'Afrique. C'est la raison pour laquelle l'Union africaine doit agir. Votre voix devrait être entendue et devrait être prise au sérieux par toutes les organisations. Nous comptons sur le Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est une nécessité. Le président du Sénégal, Macky Sall,
président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, a souligné la préoccupation de l'organisation continentale face à la crise russo-ukrainienne, appelée au respect impératif du droit international, de l'intégrité territoriale et de la souveraineté nationale de l'Ukraine et invité à l'instauration immédiate d'un cessez-le-feu pour favoriser une solution négociée du conflit. L'Afrique reste attachée au respect des normes du droit international et au développement des relations apaisées avec les nations. Nous avions plaidé déjà pour la libération des graines à Odessa, pour que le port d'Odessa soit libéré afin que les exportations ukrainiennes puissent continuer à alimenter le marché international. Nous nous tenons prêts à échanger avec vous et avec toutes les parties pour que cette perspective de paix soit privilégiée et que nous puissions continuer les rapports commerciaux que l'Ukraine a entretenus avec la plupart des pays africains. Plusieurs pays africains dépendent du blé et de l'engrais produits en Russie ou en Ukraine, subissent déjà de plein fouet les conséquences de ce conflit par une flambée des prix due à la baisse drastique de l'offre. Les négociations entre le gouvernement ivoirien et les organisations syndicales représentant les fonctionnaires et agents de l'État vont bientôt démarrer, en ligne de mire l'élaboration de la nouvelle trêve sociale à conclure entre les parties. La trêve sociale, c'est la suspension temporaire des hostilités d'un éventuel conflit par une convention entre plusieurs parties. En prélude aux négociations donc, des réflexions ont démarré ce lundi à Grand-Bassam en présence des centrales syndicales et les fêtières signataires de la trêve sociale 2017-2022, ainsi que des membres du gouvernement, notamment la ministre de la fonction publique. Tiemé Dandje, Arona Zeba. Gouvernement et représentants des forces sociales du pays, notamment les centrales syndicales et autres fêtières des fonctionnaires et agents de l'État, à nouveau réunis pour sceller un second pacte. 5 ans après l'accord portant trêve sociale, les partis retranchés à Grand-Bassam doivent s'accorder sur un nouvel accord. À la tribune, pour le compte du gouvernement, la ministre de tutelle décline les enjeux et attentes. La rencontre qui nous réunit ce jour s'inscrit dans la politique de dialogue social chère au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Et elle a pour objectif essentiel de faire le bilan de la trêve sociale 2017-2022 et de travailler à l'élaboration des documents cadres qui serviront de base aux futures négociations entre le gouvernement et les organisations syndicales. Cet appel citoyen ne laisse pas indifférents les acteurs sociaux qui avaient signé le 17 août 2017, au terme des discussions avec le gouvernement, 2 protocoles d'accord. Au pupitre, comme à terme de la cérémonie d'ouverture des assises, tous s'engagent à œuvrer dans le sens de l'accalmie du Front social. En tant que syndicalistes et citoyens de ce pays, nous sommes conscients qu'il nous faut ensemble asseoir un climat de paix, social surtout, mais en même temps cette paix, pour qu'elle soit durable, pérenne, il nous faut des discussions franches, mais surtout qui apportent des victoires sociales aux travailleurs. Se réunir sans crise préalable est une très bonne chose et c'est ce que nous avons constaté. Donc notre espoir pour nous, c'est qu'on aboutisse rapidement à des acquis importants pour les fonctionnaires. Notons que ces travaux de 72 heures à huis clos lancent le processus de négociation gouvernement-syndicat devant aboutir à de nouveaux accords pour une nouvelle trêve sociale dans le pays, à un autre pacte social dans le pays qui s'inscrit dans la volonté du gouvernement de faire de l'amélioration des conditions de vie et de travail des fonctionnaires et agents de l'État une priorité. On en vient à ces documents qui pourraient bien intéresser les entrepreneurs et les investisseurs. 3 documents précisément, édités par la coopération allemande avec comme rôle de servir de guide aux créateurs de richesses. Partenaire économique et financier de la Côte d'Ivoire, l'Allemagne veut ainsi participer à la mobilisation des ressources du Plan national de développement 2021-2025 qui consacre une place particulière au secteur privé. Nadia Eja, Eric Kimon. Le guide de l'investisseur, le guide sur les incubateurs et accélérateurs et le guide de l'investissement pour les entrepreneurs sont les 3 documents édités par la coopération allemande
pour promouvoir l'investissement en Côte d'Ivoire. Grâce à ces outils, l'environnement des affaires, l'écosystème des startups ivoiriennes et les options de financement disponibles vont être mieux appréhendés par les startups, entrepreneurs ivoiriens et investisseurs étrangers. L'investissement en Côte d'Ivoire, c'est quelque chose qui est important. On s'aperçoit aussi qu'avec les chiffres, il y a de plus en plus d'investisseurs qui viennent de l'Afrique, qui viennent investir, des Africains d'autres pays qui viennent investir en Côte d'Ivoire. Ça veut aussi dire que où l'État va nous aider, en tout cas, à aller plus loin, mais surtout, c'est une preuve qu'il y a une certaine stabilité qui renforce la volonté des entreprises extérieures à venir mettre des sous dans l'économie ivoirienne. Pour appuyer cette présentation, un panel animé des experts s'est tenu autour du thème « Investir en Côte d'Ivoire ». Comment mieux accompagner l'entrepreneuriat pour une croissance accélérée des PME? Recevant les différents guides des mains de Ingo Herbert, ambassadeur d'Allemagne en Côte d'Ivoire, Souleymane Diarra-Souba, ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME, a souligné l'impact de ces ouvrages pour le dynamisme économique. À travers un seul document, vous avez tous les éléments liés en fait au parcours d'un investisseur en Côte d'Ivoire. Il y a également des quiz par rapport à des questions que vous pouvez vous poser ou des difficultés rencontrées qui trouvent leur réponse en fait dans ce guide pour l'investisseur. Tout ceci en fait devrait contribuer à rendre l'information plus disponible, à encourager en fait les différents opérateurs à venir investir en Côte d'Ivoire. Les guides sont disponibles aussi bien en format physique qu'en version numérique. Depuis plusieurs années, la Côte d'Ivoire détient l'économie la plus dynamique de l'Afrique de l'Ouest, avec une croissance annuelle estimée à environ 8% entre 2012 et 2019. Ce document, qui édifie sur le business, serait d'un apport considérable pour les jeunes du département de Kong, dans le nord-est du pays. Ils vont bientôt bénéficier du programme d'appui à l'insertion des jeunes des zones frontalières du Nord, un programme pensé pour promouvoir la lutte contre la fragilité des zones frontalières du Nord, lancé en janvier dernier par le chef du gouvernement ivoirien. En attendant sa mise en œuvre, l'heure est au recensement des bénéficiaires dans ce département. L'une de nos équipes s'est rendue sur place pour découvrir ce qui est mis en œuvre pour occuper sainement les jeunes. Le reportage de Mardoché Kwasi et Mathurin Badé. Kassoum Ouattara est propriétaire d'un kiosque dans la commune de Kong depuis plusieurs années. Après plusieurs mois de fermeture dû à des soucis financiers, il a pu redémarrer ses activités grâce à un financement de l'agence Emploi Jeunes. Il n'y a rien qui vous manque. Hein? Et la machine à café, ça va? Quand le ministère de la Jeunesse a lancé son projet Emploi Jeunes, donc j'ai décidé d'aller prendre des prêts là-bas pour commencer à vendre. Depuis ces jours, alors je peux dire Dieu merci, ça va. À l'image de Kassoum, des centaines de jeunes de la commune de Kong ont bénéficié de financement pour leur activité génératrice de revenus, ce qui constitue pour eux une saine occupation. C'est aussi le cas de cette jeune fille diplômée qui bénéficie de son deuxième stage dans cette pharmacie de Kong après un premier stage à l'hôpital général de Ferkessédougou. Je connais là, ça fait environ 2 mois, donc le stage va très bien et elle apprend aussi assez vite. Donc c'est dans le sens que nous sommes en train d'encadrer un peu. Voilà. Pour le moment, tout va bien. Je dis Dieu merci. Bon, j'ai appris beaucoup en tout, j'ai appris beaucoup. Et aussi l'amour du travail. Donc je leur dis un grand merci infiniment. Et j'invite aussi les amis à postuler à l'emploi jeune. Ce dispositif du ministère de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes a également permis à Mahawa de bénéficier d'un permis de conduire qui lui a permis de décrocher un emploi de conductrice de tracteur sur le chantier d'un projet de la ville de Kong. Avec l'emploi jeune, j'ai appris qu'on fait des permis avec le diplôme. Comme je suis une femme, je suis partie tenter ma chance. Ça a marché. On m'a demandé encore qu'il y ait un travail pour moi. Quand on cherche une femme qui sait conduire, donc j'ai dit, je vais aller tenter ma chance. Je suis partie, déposer mes dossiers, ça a validé. Grâce à Dieu, on est dedans. Ce sont plusieurs centaines de jeunes du département qui ont bénéficié de l'appui du dispositif Emploi Jeunes, soit pour le financement d'activités génératrices de revenus, de formations qualifiantes complémentaires, d'apprentissage et de permis de conduire. Malgré cela, des efforts restent à faire puisque quelques jeunes de la commune sont toujours à la recherche d'une situation stable. Je cherche du travail, j'ai un permis de conduire. Bon, il n'y a pas quelqu'un pour m'aider, franchement. Parce que là, moi, mes parents sont au village. Donc, seulement je suis sorti. Pour avoir des boulots, quoi. Pour les aider aussi.
C'est comme ça. Et c'est à Kong ici. J'ai besoin d'être. S'il y a quelqu'un pour m'aider aussi, ça va m'arranger aussi. Des jeunes qui trouveront certainement leur salut dans la mise en œuvre du programme d'appui à l'insertion des jeunes des zones frontalières du Nord relatif à la lutte contre la fragilité des zones frontalières du Nord, lancé en janvier dernier par le Premier ministre Patrick Achi. Un programme dont la mise en œuvre a démarré à Kong, avec la phase de recensement des bénéficiaires du département. Et si les jeunes sans emploi, toutes régions confondues, se tournaient résolument vers l'agriculture? Comment ne pas y penser alors que le premier président de la République de Côte d'Ivoire, feu Félix Houphouët-Boigny, disait que le succès de ce pays repose sur l'agriculture. L'agriculture, principale mamelle nourricière de l'économie ivoirienne, attire-t-elle les jeunes en quête d'emploi aujourd'hui? Longtemps considérée comme une activité réservée aux paysans, la tendance semble s'inverser. Avec la raréfaction des emplois, des jeunes diplômés ont décidé de s'y engager et réussissent. Vous le verrez dans le dossier de ce journal réalisé par Mardoché Kwasi et Mathurin Badé. Joël Ziandan, titulaire d'un BTS en informatique, a choisi, faute d'emploi dans son domaine de formation, de s'engager depuis 5 ans dans l'entrepreneuriat agricole. Il s'est installé à Gogokro, village de la sous-préfecture de Yamoussoukro, où il cultive des légumes. Salut, on y quoi? Ça peut aller? Et les autres? Ils sont en haut là-bas. Ils sont en train de faire les piquets là, non? C'est une passion qui est en moi, qui m'a vraiment motivé après les études à me lancer directement dans le domaine agricole. L'agriculture, c'est un domaine qui est vraiment vaste, mais j'ai plus opté pour la tomate et l'aubergine parce que c'est ce que j'aime et c'est ce que je me suis dit que c'est une denrée qui est vraiment consommée par la population ivoirienne et donc j'ai plus opté pour ces deux cultures-là. Vraiment, je le fais avec passion. Je n'ai pas eu peur de me lancer dedans. J'y croyais vraiment et je continue d'y croire. Parce que l'agriculture, comme on le dit, c'est la première activité sur la terre. Et tant qu'il y aura des hommes sur la terre, on va continuer de manger. Et donc, tous les jeunes qui s'investissent dans l'agriculture ont vraiment de l'avenir. Comme lui, de nombreux jeunes diplômés sans emploi sont aujourd'hui retournés à la terre pour tenter l'expérience des activités agricoles. Au départ, les gens n'y croyaient pas trop. Mais avec le temps, avec la persévérance que j'ai eue, finalement, ce sont ces mêmes personnes-là qui m'encouragent parfois en inbox, qui m'appellent souvent pour me féliciter, parce que vraiment, ils voient que j'ai choisi ce domaine-là et ce domaine-là commence à payer quand même. Les parents qui sont déjà en ville ne voulaient pas parce qu'ils trouvaient que rester en ville avec eux, c'était important. Mais comme mon papa, lui, il était déjà en brousse, donc il a dit, si tu veux devenir comme moi, il n'y a pas de souci, il faut venir. J'ai fini par convaincre les autres qui n'étaient pas d'accord avec moi. Une expérience qui leur réussit bien, puisque non seulement ils y gagnent bien leur vie et emploient pour certains d'autres jeunes, mais aussi parce qu'ils comptent s'y installer durablement et développer de nouvelles spéculations agricoles et des business en lien avec les activités agricoles. Au départ, il y a eu quand même quelques difficultés, mais après chaque difficulté, j'arrivais à me relever. Et maintenant, je suis fier de tout ce parcours que j'ai fait. Et franchement, je suis heureux. Annuellement, je peux évaluer à une dizaine de millions quand même, quand je fais mon bilan. Pour un investissement qui va tourner maximum autour de 2, 3, 4 millions maximum, j'ai quand même une marge de bénéfice qui me permet de vivre comme je le souhaite. Je suis à 5 ouvriers qui ont eux aussi besoin d'un coup de pouce. Ils ont besoin de modèles comme nous pour les encadrer, pour les envoyer vraiment à croire à ce que l'agriculture peut nous permettre vraiment de gagner notre vie. J'ai fini même par aider certains amis à réaliser certaines choses eux-mêmes. Voilà, qui sont ailleurs. Certains amis qui viennent, ils prennent crédit avec moi. Voilà, il fallait réaliser aussi leurs rêves. Mes grands projets, c'est de prendre la brousse pour aller investir en ville là-bas aussi. Bon, par exemple, me faire des magasins, des bâtiments en location. Voilà. Puis bon, après, rentrer un peu dans le transport. Comme toute activité économique, démarrer un projet agricole nécessite des moyens matériels et financiers relativement importants. Pour surmonter cet obstacle, Joël a pu compter sur l'appui de certains amis qui lui ont fait confiance et ont investi dans son projet. L'un d'entre eux est venu s'enquérir de l'état d'avancement des activités. C'est beau! Merci. Ah, mais Joël, tu as fait un bon travail. Merci, On merci. avait vraiment raison de te faire confiance. Merci beaucoup. Merci pour le boulot. Merci. On a voulu comme ça lui donner un coup de main, étant donné qu'il est très intéressé à ces questions d'agriculture et plus particulièrement dans le domaine du vivrier. C'est très important parce qu'aujourd'hui, tous ces jeunes qui sont diplômés, tous ces jeunes qui ont les diplômes,
qui attendent d'être recrutés à la fonction publique ne peuvent pas avoir des solutions parce que la fonction publique est déjà surchargée. Donc d'autres possibilités peuvent s'ouvrir à eux, notamment l'agriculture. Et c'est pourquoi ces jeunes diplômés aujourd'hui peuvent désormais s'orienter vers l'entrepreneuriat agricole. L'agriculture est une véritable alternative à la question du chômage des jeunes en Côte d'Ivoire. Plusieurs jeunes s'y sont investis à leur propre compte ou avec l'appui de certaines structures nationales et internationales et s'en sortent bien. Aussi, plusieurs mécanismes existent en Côte d'Ivoire pour financer en priorité les projets dans le domaine de l'agriculture. Une opportunité à saisir pour tous les jeunes en quête d'emploi. À l'étranger, cette nouvelle tragédie au Mali, dans le centre du pays, une attaque terroriste a visé plusieurs villages appartenant à la commune de Dialassagou durant le week-end. 132 civils maliens ont été tués, selon un bilan officiel du gouvernement. Les précisions de Pierre Dipomela. Les tueries ont été perpétrées à Dialassagou et dans 2 villages proches, Diaweli et Dessagou, dans le centre du Mali, un des principaux foyers de la violence qui gangrène le Sahel depuis des années. 132 morts, c'est le bilan officiel de ce massacre attribué à des djihadistes. Nouhoun Togo, élu, originaire de l'une des localités touchées et proche de plusieurs victimes, raconte les faits. Mais ils sont venus, ils ont dit aux gens que vous n'êtes pas des musulmans, en langue peul. Ils ont dit vous n'êtes pas des musulmans. Alors donc, ils ont amené les hommes, une centaine de personnes, ils sont sortis avec eux. À 2 kilomètres, ils ont abattu les gens systématiquement. Ils sont partis avec d'autres. Nous avons découvert le lendemain de façon macabre les corps entachés. Il y avait seulement 2 blessés graves, ils pensaient qu'ils étaient morts. Ils pensaient qu'ils étaient morts. Alors les autres, on a continué même aujourd'hui à ramasser les corps dans les communes environnantes de Dialassagou. Le Mali est plongé dans une profonde crise sécuritaire, politique et humanitaire depuis le déclenchement d'insurrections indépendantistes et djihadistes en 2012. La propagation djihadiste a gagné le centre et les pays voisins, Burkina Faso et Niger. S'y ajoutent les violences intercommunautaires. Ce dernier massacre, le gouvernement malien accuse les combattants de la Katiba du Massina de Amadou Koufa, organisation affiliée à Al-Qaïda. C'est ici que prend fin ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction, réalisé par François Ossoou. Demain à 19h50, vous avez rendez-vous avec Pierre Accro. Excellente soirée sur la nouvelle chaîne ivoirienne.